Bienvenue dans Alpha Zulu, le podcast de Médecins sans frontières qui donne la parole librement à ceux qui connaissent l'organisation mieux que personne. Aujourd'hui, je suis avec Julie, logisticienne. Oui, bien sûr, il y a des morts qui m'ont marqué plus que d'autres. On ne peut pas sauver tout le monde. On doit le prendre pour acquis dès le début. C'est compliqué à gérer la mort. Si vous la croisiez dans la rue, jamais vous ne pourriez vous imaginer les histoires qu'elle a vécues. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais le mieux, c'est que je vous laisse découvrir par vous-même toutes ces histoires qui m'ont profondément touchée et qui, j'en suis sûre, auront le même impact sur vous. Bonne écoute. Alpha Zulu à toi. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai de voir quelqu'un que j'ai récupéré mourant, sorti d'hospitalisation en pleine forme. Madame, monsieur, bonsoir. Le prix Nobel de la paix a été attribué à Médecins sans frontières. Stop bombing hospital. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. On a sûrement enlevé quelques grains de souffrance, mais sur des kilos ou des tonnes de souffrance. Donc, Every year for MSF is a challenge. It's the job that we do. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Je m'appelle Julie Fernagu. J'ai commencé à travailler avec MSF il y a un tout petit peu plus de 10 ans. Et je viens de passer 10 ans sur le terrain. Donc je vis une nouvelle expérience maintenant au siège, toujours avec des projections sur le terrain, mais je viens de faire 10 ans sur le terrain. En particulier sur le département logistique pour presque la totalité de mon parcours. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que tu faisais dans la logistique ? Quand j'ai commencé avec MSF, j'étais comme tous bons élèves qui démarrent dans un département sur les projets, c'est-à-dire vraiment au niveau de nos activités et vraiment en lien direct avec les bénéficiaires. Et j'ai commencé en tant que logisticienne terrain. Et à l'époque, il y a 10 ans, c'était beaucoup moins lourd que ce qu'on connaît maintenant. Donc en gros, le logisticien terrain, il s'occupait de toute la partie qui allait de la chaîne d'approvisionnement à la gestion des maisons et bureaux, en passant par les activités de l'hôpital. On avait vraiment largement de quoi s'occuper. Moi, j'ai eu la chance de commencer sur une intervention d'urgence qui était la plus grosse campagne de vaccination qu'on ait jamais organisée avec MSF à l'époque. Donc on avait quand même une grosse équipe de logisticiens dont la plupart étaient comme moi première mission et on était encadrés par des logisticiens beaucoup plus seniors et beaucoup plus expérimentés qui nous ont guidés. Et donc quand je dis que c'est une chance, c'est que ça m'a permis de découvrir le métier de logisticien sous différentes facettes et pour commencer sur des familles techniques un peu spécifiques et pas gérer tout en même temps. Ça a été pour ma deuxième mission. Mais ma première mission, j'ai commencé donc sur une campagne de vaccination qui est vraiment une activité très particulière à MSF parce qu'elle demande beaucoup d'investissement au niveau de la logistique sur l'organisation de la vaccination où on doit gérer toute la chaîne de froid pour avoir le nombre de pains de glace nécessaires pour pouvoir acheminer les vaccins, évidemment stocker les vaccins aussi dans des frigos et ensuite organiser toute cette chaîne de froid pour que les équipes de vaccination puissent partir avec sur le terrain pour faire la vaccination. Ensuite, dans une deuxième partie de ma mission, je suis passée vraiment sur la vaccination. Donc là, ça m'a permis de comprendre quels étaient les enjeux par rapport aux véhicules, parce qu'on avait des véhicules MSF qui sont des standards MSF, donc les gros 4x4 Toyota, mais on avait surtout une armée de véhicules de location. Donc il faut gérer tous ces véhicules de location, on en avait une centaine. Donc il faut gérer tout l'approvisionnement en carburant, anticiper, préparer avec les chauffeurs, s'assurer que tous les vérifications journalières des véhicules soient faites. Donc c'est déjà l'approche d'une nouvelle partie d'une famille logistique. Et puis quand tu arrives sur le terrain pour la vaccination, il faut mettre en place l'équipe qui va rester quelques jours sur une petite base. Une fois de plus, gérer ta chaîne de froid, mais surtout mettre le site de vaccination en place avec les parcours que vont prendre les patients, comment vont s'installer les équipes de vaccination. Donc, c'était vraiment très intéressant de pouvoir avoir accès à toutes ces différentes parties de l'organisation d'une vaccination sous un angle à chaque fois distinct.
Donc ça m'a quand même permis d'abord de me rendre compte que j'adorais ce métier et que j'étais vraiment super contente de pouvoir vivre ça. Comment t'es arrivée qu'est-ce qui t'a donné envie d'être logisticienne pour MSF ? Ben, en fait, j'ai pas eu envie d'être logisticienne pour MSF. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un logisticien d'MSF que j'ai rencontré dans une fête chez moi et qui, assez rapidement, au bout d'une demi-heure, m'a dit « Mais toi, t'es une log ». Et donc, quand il m'a expliqué un peu ce que c'était, j'ai un peu compris pourquoi il disait ça, mais j'étais pas du tout intéressée. Moi, je suis socio-anthropologue du développement de formation. J'ai grandi à Emmaüs parce que mon père a été directeur d'une communauté Emmaüs pendant plus de 30 ans. Donc, j'ai grandi dans le social et avec Emmaüs, on a développé beaucoup de projets de développement, en particulier dans le Sahel. Donc, c'était vraiment là-dedans que je me projetais et que j'essayais de travailler. Mais il se trouve qu'à l'époque où j'essayais de trouver du boulot dans cette catégorie, c'était tout nouveau. Il y avait beaucoup de gens qui étaient intéressés par ce type de profil, mais personne dans les structures n'avait les moyens d'embaucher des socio-anthropologues du développement. Donc je comprenais pourquoi ce Sam me disait que j'avais un profil de logisticien parce que j'avais d'abord cette expérience dans le social qui était quand même importante et comme j'étais technicienne de spectacle sur les plateaux de théâtre et sur des scènes musicales, j'avais quand même ce petit côté un peu manuel où j'étais sur le terrain. Même si j'avais un cursus un peu plus universitaire de recherche, j'ai pratiqué toute ma vie des boulots où j'étais sur le terrain et beaucoup des métiers un peu d'hommes. Il faut savoir que quand même la logistique à MSF et encore plus il y a 10 ans, on n'était quand même pas beaucoup de filles. Et vu que j'ai un caractère un petit peu bien trempé et à tendance garçon manqué, j'ai très vite su trouver ma place là-dedans et en tout cas j'étais pas en difficulté face à mes petits camarades garçons. Et au contraire, je me souviens de la première formation que j'ai faite avec MSF en rentrant de cette première mission au Nigeria. Toutes les équipes de log qui étaient sur le terrain, on est tous venus en même temps à une formation à Bordeaux, à Mérignac, où il y a un super centre de formation pour la logistique à MSF. Et on était 44 logs, dont 7 filles. On avait battu le record de présence féminine sur une formation log et je me souviens que même les mecs étaient vachement fiers d'avoir fait partie de la formation où il y avait eu le plus de nanas présentes. Et ça s'est jamais reproduit depuis. Si, heureusement. Heureusement, maintenant, elles sont vachement plus nombreuses. Mais souvent, elles se cantonnent dans des rôles au supply sur la chaîne d'approvisionnement, ce qui est dommage parce que, en réalité, moi, je trouve que les nanas ont une approche différente des familles techniques et surtout du management. Et que souvent, c'est une valeur ajoutée dans l'équipe. Et bon, alors moi, je suis un peu un garçon manqué, c'est vrai. J'ai un management style un peu particulier. J'ai une voix qui porte, donc en général, j'ai pas besoin de me répéter. Mais c'est vrai que je suis un peu... comment je vais dire ça ? Je suis un peu brute de décoffrage, mais en même temps avec quand même un peu de souplesse. Donc, je suis accessible. Et ce qui fait que pour la plupart de mes logs, et en particulier quand j'étais encore sur le terrain, souvent, en plus en Afrique de l'Ouest, ça marche beaucoup comme ça, et j'ai beaucoup bossé en Afrique, j'étais un peu la maman des petits canards. Et même l'équipe RH au siège... quand il fallait matcher des gens sur mes terrains, et j'ai été coordinatrice logistique pendant plus de 8 ans, ils savaient que si c'était moi qui étais coordologue sur le pays, ils pouvaient se permettre d'envoyer des petits canards un peu plus faibles, parce que du coup, j'allais savoir les accompagner. Alors que les mecs, parfois, ont tendance à... vouloir affirmer leur virilité, et c'est un peu le combat de coq, alors que du coup, de fait, moi, je suis pas là-dedans. Donc, j'ai rarement eu besoin de remettre les points sur les i face à des logisticiens ou des logs qui sont dans les familles techniques pour affirmer et ma légitimité ou ma compétence, et encore moins avec mes logs. Et donc, si je reviens sur ce fameux Sam... il m'a harcelé.
Il m'a harcelé pendant 2 ans. Donc, quand on s'est rencontrés dans cette fête, au bout de très rapidement, il m'a dit ça. Il me dit, t'es une log. Donc, il m'explique un petit peu. Moi, je lui ai dit, bon, non, moi, ça m'intéresse pas ton truc. Et puis, il a continué quand même à essayer de me vendre un petit peu son ONG, MSF. Et en me disant que non seulement j'étais une log, mais que j'étais une urgentiste. Et maintenant qu'il voyait ça en moi, il pouvait définitivement pas faire comme s'il n'était pas conscient qu'il y avait quelque chose à faire avec moi dans cette organisation et qu'il m'a clairement dit qu'il me lâcherait pas. On est devenus amis et pendant 2 ans, il m'a harcelé. Au bout d'1 an, il avait réussi à me convaincre de postuler et c'était le tout début où on postulait en ligne. Et le site buguait, et donc ma candidature n'est jamais arrivée à terme. Donc je l'ai un peu chambré en lui disant, écoute, ton plan pourri, t'es gentil, mais ça fait 1 an que tu me saoules pour que je postule et ça marche pas. 1 an après cette première tentative de recrutement avec MSF, j'ai réessayé parce que mon mec de l'époque a insisté. Donc... cette fois-ci, la candidature est arrivée jusqu'à terme. Et 2 jours plus tard, je recevais un coup de téléphone de Médecins Sans Frontières, d'une nana des RH, qui me disait que ma candidature était intéressante et qu'il voulait me rencontrer. Ok, donc cette première expérience... Ouais, cette première expérience, toi, comment tu l'as vécue Ça a été une révélation. Est-ce que vraiment. Tu peux me parler déjà du contexte? Donc, c'était une campagne de vaccination méningite? Méningite, dans l'état du Borno, au nord du Nigeria, donc dans une zone qui était déjà complètement sous l'emprise de croyances musulmanes très fortes autour de la charia, où la charia était pratiquée. Donc pour moi, c'était aussi quelque chose de complètement nouveau, de me retrouver face à des gens, par exemple, qui refusaient de me serrer la main, parce que j'étais une fille. C'était compliqué pour moi de me projeter sur une culture où la place de la femme est clairement à l'opposé de tous mes principes de vie et de fonctionnement. Et puis bon, comme je suis un petit côté un peu féministe, il fallait vraiment accepter les cultures, les croyances et les coutumes des uns et des autres pour mieux m'adapter et donner le change. Est-ce que tu as un exemple sur quelque chose qui t'a vraiment marqué et où tu es resté sur le cul comme « Ah, donc ça se passe comme ça ici ?» Oui. Quand j'ai commencé la mission au Nigeria, j'étais donc sur la gestion de la chaîne de froid et des stocks. Et quand je suis arrivée, donc c'était ma toute première expérience, j'avais aucune idée, mais quand même je sais compter. Et j'avais 3 frigos et 3 congèles à disposition, et on m'annonce que je vais avoir 1 million de vaccins qui arrivent. Quand je fais le calcul rapidement, je dis à l'équipe qui est là, je dis ça ne va clairement pas rentrer dans les frigos, 1 million de vaccins. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Et donc là, on est allé à la rencontre du chairman, qui est donc l'autorité de l'État dans l'État du Borno, pour négocier avec lui l'accès au call room. Comment on dit call room en français? Les chambres froides. Les chambres froides, merci. Et donc, quand on arrive là-bas avec le coordinateur terrain, le coordinateur logistique et moi, c'était donc 2 mecs et moi une femme, et il ne s'adressait qu'à eux. J'étais transparente. Et ça, c'est la première fois. En plus, j'ai un petit côté où je supporte pas l'injustice et ce genre de comportement dans ma vie. Et donc, c'était très difficile à vivre pour moi de ne pas exister, d'être transparente. Et que même si j'ouvrais la bouche pour faire un commentaire ou quoi, on ne me regardait pas, le mec considérait que j'existais pas. Étonnamment et bizarrement, ce même chairman a bloqué sur moi. Et finalement, parce que du coup, je lui plaisais bien, physiquement on entend, hein, on est bien d'accord, il a accepté de nous donner accès aux 2 call rooms. Et il arrêtait pas de se pointer pour venir voir si tout se passait bien. Donc tu t'imagines le chairman de Katsina qui débarque dans les stocks MSF qui sont dans l'enceinte du ministère de la Santé, avec donc toute sa garde rapprochée, et donc moi qui dois me comporter avec lui en tant que femme étrangère, donc en gardant voilà, tous les codes de conduite à respecter, et en même temps de faire attention parce que clairement je vois bien qu'il a qu'une envie, c'est de me mettre dans son lit. Donc c'était quand même très compliqué à gérer cette situation, d'être
à la fois une expatriée qui fait son boulot en tant qu'humanitaire et qui a besoin de lui pour pouvoir le faire parce que concrètement j'ai besoin des outils qu'il met à ma disposition pour fabriquer la glace et pour stocker mes vaccins, et en même temps ne pas le vexer en essayant d'échapper systématiquement à ses propositions de rendez-vous. Et toi, t'as géré ça toute seule ou est-ce que t'en avais Non. parlé Non, bien sûr, j'en ai parlé. Et quand ça a commencé à devenir trop insistant et que j'étais quand même vraiment mal à l'aise parce que je savais plus trop comment me dépatouiller de ça, mais quand ça a commencé à devenir trop compliqué, mon coordinateur terrain a tout de suite très bien réagi et finalement on a changé mon numéro de téléphone, donc comme ça je pouvais plus être contactée. Parce qu'il te contactait Ah personnellement. oui, bien sûr, oui, il me contactait régulièrement par téléphone, il venait me voir sur le terrain et il devenait de plus en plus insistant. Est-ce que tu peux me parler de ta mission en Haïti, le contexte pour ceux qui... Haïti, c'est ma star mission. Je peux pas parler de cette mission sans avoir des trémolos dans la voix et les larmes qui coulent. C'est incroyable. C'est vraiment... cette mission, elle a été incroyable. Et tous les gens avec qui j'ai bossé, que ce soit le staff national ou les expatriés, ça a été la plus belle mission de ma vie avec MSF. C'était fabuleux. Ça faisait déjà 2 ans que je bossais avec MSF. Et donc, MSF m'appelle en me disant « On a entendu parler du fait que tu étais disponible. On aimerait travailler avec toi. Et on te propose de partir dans les 48 heures en Haïti pour travailler sur le camp de choléra. Parce que c'était 9 mois, je crois, après le tremblement de terre. Et donc, l'épidémie de choléra avait déjà commencé à flamber dans tout le pays. Et elle était en train d'exploser à Cap-Haïtien parce qu'il faut savoir que Cap-Haïtien, c'est une ville qui est sur une colline qui vient se jeter dans la mer. Et comme Haïti n'avait pas eu de choléra depuis plus de 100 ans, il n'y avait plus personne dans la mémoire collective qui savait comment réagir face à une épidémie de choléra. Donc tout le monde faisait exactement ce qu'il fallait pas faire. Donc les gens nettoyaient leur maison et jetaient les eaux usées de nettoyage dans la rue, dans les rigoles d'eau usée. Et donc le choléra se répandait comme une traînée de poudre dans toute la ville. La situation sanitaire était catastrophique, en sachant que l'accès aux soins existait, mais qu'il n'était pas non plus de très bonne qualité et accessible à tous. Quand je suis arrivée en Haïti, c'était en novembre 2010, et c'était vraiment le tout début de notre activité sur place. C'était donc une mission, ce qu'on appelle les missions d'urgence. Donc c'est quand on arrive sur une situation où c'est la crise vient d'apparaître et nous on vient mettre en place une réponse à l'urgence avec des moyens qui sont souvent assez conséquents et des grosses équipes pour aller vite. Pour rapidement mettre en place un accès aux soins. Donc quand je suis arrivée par hélicoptère, ils m'ont directement balancé à l'hôpital, qui n'était d'ailleurs pas un hôpital, c'était un gymnase. Il y avait déjà une équipe qui était présente, mais ça faisait 3 jours qu'on était là. J'arrive à l'entrée du gymnase, donc d'abord, c'est dégueulasse partout. Autour du gymnase, il y a des déchets partout, c'est absolument répugnant. Et il y a Elmi, le chef de mission, qui était à l'époque l'adjoint de la cellule d'urgence, donc qui avait quand même un poste important et à responsabilité au sein de la maison, et en particulier dans la cellule d'urgence. Et donc, je vois ce bonhomme, un petit bonhomme, un petit peu trapu, avec un bandana sur la tête et des cheveux un peu longs. Et qui me dit bon alors ok, donc c'est toi la log, donc d'abord voilà, t'as une équipe, tu vas me nettoyer toute la merde qui est ici et puis après on verra. J'ai mis des gants, j'ai pris les sacs poubelles, j'ai briefé l'équipe et j'ai commencé à ramasser la merde avec eux. Et donc et en plus il me dit ça en disant t'as 3 heures parce que dans 3 heures il y a le ministère de la Santé qui débarque pour une visite, donc il faut que ça soit clean. Et donc, j'ai toujours pas ouvert la porte du gymnase. Je sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc, mes premières heures, je les passe à ça. Je fais même pas le tour du gymnase, qui est donc un centre de traitement choléra. Et je m'attelle à ça. Et puis, une fois que je termine ça, là, j'ouvre les portes du gymnase. Et là, j'ai assisté à une scène de chaos total, avec des dizaines de lits à l'arrache, les patients allongés, les accompagnants à côté, un seau
dans lesquels ils vomissaient et ils faisaient leur sel, puisque donc le choléra, c'est tu te déshydrates, donc tu te vides complètement de tes fluides. Et les patients, donc dans des états de déshydratation totale, et les accompagnants n'ayant aucune notion du risque et de la manière dont on est contaminé, qui partageaient le même seau pour leurs besoins. C'était complètement dingue. Et tout ça dans des conditions d'hygiène désastreuses, avec pas suffisamment d'eau, mais parce qu'on venait d'arriver et que c'était complètement désorganisé, que les équipes médicales couraient partout pour mettre des intraveineuses, changer les poches de fluide, que même les non-médicaux étaient obligés de changer les poches de Ringer, qui est le fluide pour réhydrater, tellement il y avait du boulot dans tous les sens. On sortait les corps, donc les morts, dans une pièce à côté qu'on entassait, qu'on avait... À la fin de la nuit, on n'était pas capable de savoir combien il y avait de corps dans la morgue. Tellement ça s'enchaînait. C'était complètement hallucinant. Donc la première chose que j'ai fait, c'est d'abord recruter du staff pour les former sur la gestion de l'hygiène. Et comment déjà limiter les risques de contagion au sein de notre propre hôpital, puisque c'était une catastrophe. Et puis... le nombre de cas était tellement hallucinant que le gymnase a très vite été complètement saturé. On est arrivé jusqu'à 300 personnes dans le gymnase qui pouvaient en accueillir probablement pas plus de 150. Donc il a fallu d'abord organiser ça et surtout créer de l'espace pour accueillir les nouveaux patients. À un moment donné, il y avait tellement plus de place dans l'hôpital que les patients étaient dehors avec les ringères accrochées dans les arbres. T'avais même des patients qui autoportaient leurs ringères, donc tu les croisais dehors, le bras levé, et pour que le fluide descende, c'était complètement fou. Donc, j'avais carrément monté un atelier de menuiserie au sein du centre de traitement choléra pour pouvoir fabriquer les lits. T'avais fait un atelier de menuiserie. J'avais un atelier de menuiserie à l'intérieur du centre de traitement choléra et j'avais des racks entiers de bois pour fabriquer les lits choléra, pour fabriquer les structures qui permettent de poser les seaux, parce que tu utilises énormément d'eau pendant une urgence choléra, donc tu as besoin de centaines de méga seaux de 120 litres avec des robinets pour les différentes solutions chlorées, et même aussi pour l'ORS, qui est la solution de réhydratation orale, et pour distribuer l'ORS. Donc tu as besoin d'énormément d'eau. Mais parfois, dans le sommet du pic, on recevait jusqu'à 800 patients par jour. Donc on n'arrivait même pas à accueillir tout le monde. Il y a d'autres centres de traitement choléra qui se sont construits dans la ville. Même si celui de Gymnasium était le plus gros, il y en avait quand même 2 autres centres de traitement choléra, un de 200 lits, un de 150 lits, plus plusieurs petites unités. Donc l'atelier de menuiserie fabriquait les lits pour toutes les structures. Je me souviens plus trop, mais je pense que sur une journée, on devait produire jusqu'à 50 lits par jour. Un super souvenir d'Haïti, c'est que donc une fois que j'ai mis toute cette infrastructure en place et qu'on avait plus d'espace pour accueillir les patients, il a fallu recruter et former des gens. Et c'était un tel bordel dans l'organisation que les Haïtiens n'avaient tellement pas conscience du risque de contamination que le centre de traitement était vraiment, mais comme le marché. Tout le monde venait là, chercher du travail, visiter la famille ou se promener. C'était vraiment compliqué d'arriver à... Il y avait des gens qui venaient se promener dans le Complètement. Centre. Oui. Non, c'était complètement dingue. C'était the place to be. Vraiment, c'était complètement fou. Donc, il a fallu mettre un peu d'ordre, de règles. J'ai recruté 67 agents de sécurité qui étaient tous des armoires à glace. Je sais pas si tu t'imagines un Haïtien dans la force de l'âge, 25-30 ans, une montagne de muscles. En plus, tu sais, on est proche de Miami et de la culture de cette partie des États-Unis où le corps, le culte du corps est quand même quelque chose qui est très développé. Donc, j'avais que des espèces d'armoires à glace. J'en avais quand même 67 ou 68, un truc comme ça. Et j'étais le chef. Donc, tu avais la petite meuf. Donc, tout le monde, quand on me cherchait, on me disait de toute façon, tu la verras pas, tu l'entendras. Ma description, c'était la petite meuf qui parle fort et qui a des petites bottes rouges.
Du coup, c'était super drôle parce que je briefais les équipes, je formais les équipes de sécu et j'avais 60 gaillards montés comme des armoires et qui me disaient « Oui, chef !» Et du coup, c'était jouissif, j'ai adoré. Et ils étaient tellement choux, ils étaient vraiment super, je les ai adorés. Mais c'était quand même incroyable d'avoir cette armée. Et donc, un de mes meilleurs souvenirs en termes de gestion RH en Haïti, c'est que je fais donc les recrutements. Donc, je me retrouve avec 550 staff. Je ne sais pas si tu t'imagines ce que ça représente, 550 staff. C'est beaucoup. Et donc, il fallait que je les forme, tous ces gens-là. Donc, je pouvais décemment pas organiser des sessions de formation en prenant le temps de le faire parce qu'il fallait que ça soit rapidement opérationnel. Donc, j'avais convoqué tout le monde. J'étais montée sur l'endroit où on avait posé le bladder. Le bladder, c'est la réserve d'eau. C'est des énormes cuves en plastique dans lesquelles on garde l'eau. Et donc, comme je te disais, vu qu'on a beaucoup de besoins en eau quand on gère du choléra, on avait beaucoup de bladders et il y en avait un qui était sur une plateforme. Donc, j'étais montée sur la plateforme du bladder. Pour une fois, j'avais un haut-parleur, même si en général, j'en ai pas trop besoin. Mais je monte sur le haut du bladder et j'ai donc ces 550 staff devant moi. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans un concert de rock. Donc je leur dis ça en rigolant, je dis putain les gars franchement j'ai l'impression d'être une star de rock'n'roll qui va commencer un concert et là t'as 550 Haïtiens super motive et hyper chaud qui se mettent à hurler comme dans un concert de rock et c'était mais super drôle. Et donc t'as tout le staff médical et les accompagnants qui sortent du gymnase pour voir ce qui se passait et puis t'avais mes potes des MSF qui étaient là, non mais c'est Julie, elle fait des formations, vous inquiétez pas, tout va bien. C'était super drôle, on a énormément ri, on a énormément travaillé, j'ai jamais autant travaillé de ma vie mais c'était fabuleux. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie mais ceux-là j'ai un amour particulier pour eux. Vraiment, cette équipe du gymnasium en particulier, mais les Haïtiens en général, j'ai trouvé ces gens fabuleux. Ils ont une force, une énergie, une volonté, une soif de vouloir avancer et de faire les choses bien que je pense n'avoir jamais retrouvé ailleurs et qui me manque souvent dans l'émission, même si je suis beaucoup moins en lien avec le staff national, de par mes positions en coordination. Mais ouais, vraiment, ceux-là, ils ont été fabuleux. C'était génial. T'es resté combien de temps finalement en Haïti ? Je suis restée 3 mois et demi. Là où j'ai ma plus grande fierté, c'est que j'ai négocié pour qu'il n'y ait pas d'expatriés qui viennent me remplacer sur le centre de traitement choléra de Gymnasium, parce que j'estimais que mes équipes étaient suffisamment solides, formées, et que j'étais là pour les accompagner, et que donc ils pouvaient le faire sans expatriés. Donc c'est quand même, ça c'est la consécration. Quand tu quittes ton poste et que ton équipe nationale tient la boutique tout seul, c'est que tu as fait ton travail correctement. Et c'est ce que j'ai toujours essayé d'expliquer à mes logs au fur et à mesure de leur expérience et de leur mission. Tu dois te projeter dans ce boulot en te disant que tu es là pour accompagner et armer tes équipes à faire le boulot correctement et que le jour où tu t'en vas, ça ne s'effondre pas. Si le jour où tu t'en vas, ça s'effondre, c'est un échec personnel. C'est un risque pour la mission, c'est un vrai problème pour le projet, mais c'est surtout un échec personnel parce que ça veut dire que tu n'as pas su donner le pouvoir et l'assise nécessaire à ton équipe nationale pour faire le boulot sans que tu sois là. Donc moi, je pars du principe que tu es bon quand on n'a plus besoin de toi. Et donc là, j'étais super fière parce que le plus gros centre de traitement choléra de l'histoire d'MSF dans sa globalité était géré par le staff national. Et il n'y avait pas d'expat pour les encadrer. Et ça a super bien marché. Est-ce que tu t'es retourné, tu les as regardés en mode « là, j'ai réussi ». Ouais, mais carrément. J'étais trop fière d'eux. Et quand je me souviens, alors ça, c'est là que je vais pleurer, hein. Quand l'épidémie a commencé à se calmer, il a fallu faire des coupures dans l'équipe. Et donc le jour où j'ai mis les panneaux d'affichage avec le nom de ceux qui étaient virés,
L'équipe coordination voulait pas que ça soit moi qui le fasse parce qu'ils avaient peur que ça crée un incident sécu. Et moi, je leur ai tenu tête en disant que c'était hors de question, que c'était mon équipe et que c'était à moi de leur annoncer qui était viré et qui allait rester. Et je pose les fiches dehors et là j'ai 550 staff qui se sont mis à chanter « Ce n'est qu'un au revoir MSF » et c'était fabuleux quoi. C'était complètement dingue. Tout le monde s'attendait à ce que ça parte en vrille, que les mecs soient fâchés, qu'ils se mettent en colère. Et ils se sont mis à chanter pour nous féliciter et pour nous remercier. C'est beaucoup trop beau ce que tu dis. C'était trop bien. Non mais je te dis, ces Haïtiens, ils sont fabuleux. C'est des trucs comme ça qui font que d'abord, t'es encore plus fier et heureux de faire ton boulot. Mais c'est surtout que tu dis, putain, je me suis pas trompé, quoi. J'ai cru en eux, j'ai fait ce qu'il fallait pour que tous ces gens sachent, dans le temps qui est imparti, faire leur boulot correctement. Moi, je leur ai donné toute mon énergie et ma confiance, et eux, ils nous l'ont rendu. C'était trop bien. Je te dis, à chaque fois, je pleure. Non, cette mission, elle était fabuleuse. C'était fabuleux. Et donc après, t'es rentré et tu racontes et comment ça se passe quand les gens ils comprennent peut-être pas forcément. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai qu'on vit des vies tellement intenses et tellement à part que les premières années, tu le vis de manière assez difficile quand tu rentres parce que personne ne te comprend. Personne ne peut se mettre à ta place, personne ne peut imaginer ce que tu as traversé. Et en plus, on vit de manière intense. Donc, tout ce que tu partages avec les collègues qui, pour certains, deviennent ton meilleur ami et que tu es persuadé que vous allez vous suivre toute votre vie, ce qui évidemment n'arrive pas parce que sinon on aurait énormément d'amis, hein. Bon, ce qui est plutôt sympa, mais tu peux pas évidemment garder des relations aussi fortes et intenses et suivies avec tout le monde. Mais au moment où tu les vis, c'est tellement intense que quand tu rentres chez toi et que personne ne comprend ce que tu as vécu et l'intensité avec laquelle tu as vécu les choses, que c'est souvent compliqué. C'est pas évident de garder du lien avec ta vie entre guillemets normale et surtout de ne pas basculer dans le que MSF. Je pense que c'est même vital. Je pense que si tu n'es pas capable à un moment donné de te construire ta vie hors d'MSF, tu prends un risque quand même de ne plus avoir les idées suffisamment claires pour garder le recul nécessaire. Il faut savoir arrêter de parler de ton boulot, même si on a des boulots passionnants, et puis que moi, tu n'as qu'à demander à mon mec, si tu mets un jeton, c'est parti pour 3 heures, et là, il a les yeux qui montent au plafond en disant « Eh merde, c'est reparti ». Mais il faut faire attention à savoir faire autre chose aussi. Ouais, pour garder un pied dans la réalité. Dans la réalité et pas être complètement dans les trucs tellement immenses que tu peux plus t'imaginer les petits problèmes des gens aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est de savoir relativiser. Quand tu rentres d'une mission qui a été compliquée, intense, douloureuse, où tu as vu beaucoup d'enfants mourir, c'est pas parce que toi tu vis ça que le problème de santé du fils de ton ami n'est pas aussi important. Et ça, il faut savoir relativiser par rapport à ce que tu vis toi et les émotions très fortes que peut vivre ton entourage face à des problématiques qui leur sont propres et qui sont parfois bénignes. Mais je veux dire, moi aussi, si mon fils est malade, ça me met dans tous mes états. Et si mon fils a le palu, je deviens complètement hystérique. Alors que j'ai vu des enfants qui ont eu le palu, plus la malnutrition, et j'ai vu des enfants mourir sous mes yeux. Mais quand ça te touche personnellement, forcément, tu le vis autrement. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi justement dans l'approche et la vision d'avoir des enfants ? Et tu vois, par exemple, tu te retrouves dans un centre de malnutrition, tu vois des enfants, t'en as pas, t'as une certaine réaction. Et après, le fait de toi-même avoir des enfants, comment ça a changé ? C'est une super bonne question parce que disons que je suis capable de mettre beaucoup de distance. Je suis pas du tout quelqu'un de froid, je suis quelqu'un au contraire de très sensible, mais disons que je sais assez bien ne pas le montrer. Et ben, depuis que je suis maman,
c'est absolument devenu impossible. Je ne suis plus capable de ne pas être émue. Et il y a une forme de sensibilité qui s'est exacerbée depuis que j'ai été enceinte de mes fils et depuis que je suis devenue maman. Et quand j'ai repris le boulot, après mon premier fils, j'étais avec les urgences parce que donc les 7 premières semaines, j'étais toute seule sans ma famille. J'ai quand même été séparée de mon bébé pendant 7 semaines. Ça a été vraiment très très dur. Je pense que c'est la mission la plus difficile que j'ai eu à vivre parce que j'étais séparée de mon fils et que maintenant que j'étais devenue vraiment mère par la chair, je l'ai très très mal vécu. Quand je suis arrivée sur cette mission après la naissance de Mani, c'était une urgence nutrition suite à la crise et à la guerre en RCA. Et l'afflux de réfugiés qui débarquaient au Cameroun, à l'est du Cameroun. Et j'avais très peur. J'avais très peur de ma réaction face à la souffrance des enfants. Et en plus, je savais que cette urgence nutrition était particulièrement cognée et que les enfants étaient vraiment très très malnutris, au point que normalement la malnutrition, tu traites les enfants de 0 à 5 ans. Et là, on allait jusqu'à 10 ans parce que même les enfants entre 5 et 10 ans étaient malnutris sévères. Je me souviens très clairement du premier jour où j'ai mis les pieds dans l'hôpital et où je te dis j'avais une vraie appréhension de la manière dont j'allais réagir et je me suis surpris moi-même parce que automatiquement j'ai remis la distance nécessaire pour pouvoir le faire. Et même si j'étais beaucoup plus touchée, beaucoup plus sensible, j'arrivais quand même à mettre la distance nécessaire et à ne pas projeter en me disant que ça pourrait être mon enfant. Évidemment, t'y penses quand même. Évidemment, tu le vois différemment, mais j'ai quand même gardé la distance nécessaire pour ne pas que ça me vrille le cerveau. Par contre, c'est clair, je suis beaucoup plus sensible maintenant. Il y a des trucs qui me font pleurer et me verser la larme que jamais ça me serait arrivé avant. Mais dans mon boulot, j'arrive quand même à prendre de la distance. Tu peux, pour ceux qui ne connaissent pas, raconter à quoi ça ressemble un centre de renutrition ? Alors, un centre de renutrition, j'en ai construit un lors de ma 2e mission. Ce qui est vraiment fascinant dans la nutrition, c'est que donc tu as plusieurs phases. Tu as d'abord les soins intensifs où sont accueillis les enfants qui sont malnutris, aigus, sévères. Ce sont ceux qui sont en choc, qui sont parfois dans le coma, qu'il faut hospitaliser d'urgence, mettre sous IV, en français c'est intraveineuse. Ils demandent une attention particulière et une hospitalisation en soins intensifs. C'est très violent parce que ils sont tout petits. Ils sont tout petits. On parle d'enfants qui ont entre 0 et 5 ans. Et donc ils sont minuscules. En plus, ils sont malnutris, donc ils sont encore plus petits. Et ils ont une apparence très chétive, ou à l'inverse, un peu gros, parce qu'il y a 2 types de malnutrition. Je ne vais pas rentrer dans les détails, surtout que je ne suis pas médicale. Mais en gros, tu as aussi des enfants malnutris qui sont un peu gonflés. Mais en tout cas, quand ils arrivent aux soins intensifs, clairement, tu n'as aucun doute sur le fait que cet enfant va mal. Heureusement, tous les enfants n'arrivent pas par les soins intensifs. La plupart arrivent dans une autre phase qu'on appelle la phase 1, qui est la phase de renutrition par le lait thérapeutique. Ensuite, une fois qu'il a passé cette phase de renutrition par le lait, et qu'il est un petit peu plus vaillant et capable de s'alimenter avec des aliments solides, il va passer sur une phase où on va lui donner du plum peanut, qui est une pâte à base d'arachide, évidemment avec des nutriments en plus. Et puis, au bout d'un moment, il va aussi commencer à manger de la nourriture normale. Donc, ce qui est fascinant dans la nutrition, et c'est pour ça que moi j'aime quand même beaucoup travailler dans la nut, c'est que tu passes très très vite d'un enfant qui est en état de choc ou carrément dans le coma, prêt à mourir, que tu dois réanimer parfois plusieurs fois dans la journée, qui va avoir des convulsions, où vraiment tu sens que la vie est en train de s'échapper de ce petit. Quelques jours après, il va passer à la phase de rénutrition par le lait et tu le vois physiquement en quelques jours reprendre des forces et retrouver une apparence un petit peu plus humaine. Puis, quelques jours après, passer à la phase de plum peanut avec cette pâte d'arachide. Et là, il va commencer à vraiment être éveillé,
pouvoir marcher. Et puis au bout de quelques jours, il va se mettre à rire et à courir et à jouer. Et c'est incroyable de voir en quelques jours et même parfois en quelques heures un enfant prêt à mourir qui tout à coup se remet à vivre. Et toi, en tant que membre de cette équipe, que tu sois médical ou pas médical, tu le vois, tu vois cette évolution. Et voilà. Et c'est réussi. Et c'est génial, parce que c'est tellement rapide que c'est tellement satisfaisant. Je Ouais. Ouais. Puis pour les équipes médicales, c'est incroyable parce que tu vois ton utilité en quelques heures. En quelques heures, tu mesures l'impact de nos programmes sur la santé des enfants. C'est fou. Il y a d'autres choses qui sont très compliquées à gérer dans la nutrition. C'est plus le rapport avec les parents, par exemple. Surtout si on parle de problèmes de nutrition dans des camps de réfugiés. Parce que dans les camps de réfugiés, les mamans sont souvent un petit peu toutes seules avec les enfants. Et donc, c'est compliqué pour nous, occidentaux. Mais il faut absolument pas penser que c'est différent dans la tête d'une mère africaine. C'est un peu souvent l'erreur que font les premières missions de se dire que c'est un choc de culture. Non, c'est pas vrai. C'est des notions de survie et de réalité. Tu vas devoir batailler parfois avec des mères dont l'enfant est aux soins intensifs et qu'elles savent que donc elles vont passer au minimum 3 semaines dans cet hôpital avec l'enfant, alors qu'elles en ont 4 autres qui les attendent dans le camp de réfugiés et donc il faut qu'elles s'occupent. Donc parfois, il faut vraiment batailler pour leur faire entendre qu'elles doivent être présentes auprès de l'enfant et rester avec lui. Parce que sa réalité à elle, c'est qu'elle est toute seule avec 5 enfants, qu'il y en a 4 autres qui ont besoin d'elle pour continuer à vivre, et que du coup, peut-être que celui-là, même si son cœur de mère est détruit, déchiré, et que c'est une décision absolument abominable à prendre, mais parfois elles veulent prendre la décision de laisser cet enfant mourir pour pouvoir se consacrer aux 4 autres. Et ça, dans notre esprit d'occidentaux, c'est compliqué à aborder. Et donc tu te rappelles par exemple d'un cas où tu as dû batailler avec une maman pour lui dire... Moi non, parce que c'est pas mon rôle. Mais je me rappelle d'avoir débriefé avec mes collègues médicales et surtout les infirmières parce que c'est elles qui sont en front line de situations où tu avais un enfant qui était en train de mourir et qui avait besoin d'être hospitalisé et qu'on savait qu'il allait être hospitalisé longtemps et la mère qui voulait pas rester. Ouais, bien sûr, c'est arrivé. C'est compliqué à gérer la mort. Surtout quand t'es pas formé et que t'es pas préparé. Et même quand t'es habitué. Donc, oui, bien sûr, il y a des morts qui m'ont marqué plus que d'autres. On peut pas sauver tout le monde. Et on doit le prendre pour acquis dès le début. C'est compliqué à entendre et à assumer, mais on doit garder en tête que on fait tout ce qu'on peut, mais on pourra pas sauver tout le monde. Vraiment, j'imagine, oui, quand tu te retrouves dans cette situation et que tu as tellement investi parce que vraiment, tu as pris le truc tellement... Ouais. En dernière question, parce que je vais pas te garder... Moi, je peux continuer à parler pendant des heures, mais est-ce que tu aurais un conseil à donner à moi et à tous les gens qui ont la vingtaine et juste un conseil? Moi, je connais pas très bien votre génération parce que mes enfants sont encore trop petits pour avoir votre âge et mes frères trop grands pour que je puisse vous comprendre. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut que vous gardiez en tête, que ça soit pour des gens comme toi qui sont déjà un pied dans l'humanitaire ou dans le rapport à l'autre. Et pour tous ceux qui ne le sont pas, c'est que je crois que c'est fondamental qu'on garde conscience de l'autre et de l'importance personnelle de donner pour les autres de manière gratuite. J'ai de plus en plus l'impression, alors moi je voyage beaucoup, je reviens m'installer en Europe après 10 ans, mais je vois bien que ce soit les adultes, les jeunes ou la jeune génération, celle de mes enfants, que si on ne se rappelle pas de l'importance de la différence, de l'importance de l'interculturalité, qu'on ne se rappelle pas que aller vers l'autre, c'est se faire grandir soi-même et qu'on doit être capable de
donner gratuitement sans attendre le retour, on va au-devant de grandes peines. Donc le conseil que je peux essayer de donner, et c'est vraiment pas pour que tout le monde fasse comme moi et décide de s'engager dans l'humanitaire, c'est pas ce que je dis, mais par contre d'essayer à son niveau de faire les bons gestes pour aller vers l'autre et de ne surtout pas s'enfermer dans des carcans culturels. Quand on constate la manière dont l'extrémisme, et que ça soit religieux, politique, idéologique, est décomplexé, et la place qu'elle prend dans nos sociétés, moi ça me fait vraiment peur. Et je crois que c'est seulement la jeunesse qui va pouvoir maintenir un frein à ces extrémismes-là et à cette soif de colère. Il ne faut pas trop laisser la colère sortir. Il faut arriver à relativiser et à se dire que, à travers nos différences, on fait une société plus harmonieuse, plus belle et plus forte. Et je crois que votre génération, comme vous êtes ceux qui allez payer de plein pot les dérèglements climatiques, je trouve que c'est d'abord chouette de voir que vous vous investissez pour ça et que vous avez conscience de ça. Nous, à votre âge, on en avait conscience, on essayait de faire ouvrir les yeux et personne n'entendait. Maintenant, on vous écoute, on vous entend. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, il y a des combats qui sont vraiment importants à mener, mais du coup, gardez cette ouverture-là et cette conscientisation du monde. Pour sauver la planète avec le climat, mais pour sauver l'humanité aussi. Et sauver l'humanité, c'est vraiment accepter que les différences sont une force pour nos sociétés et ne pas stigmatiser l'autre. C'est ça que le conseil que j'ai envie de vous donner. Merci beaucoup d'avoir Mais merci à toi. d'avoir accepté cet entretien. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Alpha Zulu. Si vous aimez ce podcast, nous vous invitons à le partager autour de vous, à vous abonner et à nous laisser beaucoup d'étoiles, de pouces. Enfin, dites-nous si vous l'avez aimé. À dans 15 jours.